vous avez bien fait d'être là. On aurait aimé que le sujet de cet après-midi ne soit pas un sujet d'actualité. Hélas, il l'est. Donc, on sera amené à parler à certains moments d'actualité, mais on va essayer d'avoir un regard cinématographique, c'est-à-dire qu'on aura le nez collé contre l'actualité avec nos deux intervenants à un moment donné. Et puis on va, comme on dit en cinéma, prendre du champ aussi pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un cas comme dans l'autre. Le philosophe Michel Serres avait l'habitude de parler et il l'a décrit dans un livre qui s'appelle Le temps des crises. Il disait, en fait, le monde fonctionne un petit peu comme les plaques tectoniques de la planète. C'est-à-dire que de temps en temps, on a une éruption, de temps en temps, on a un tsunami, de temps en temps, on a un tremblement de terre. C'est une chose importante et c'est en général ce dont nous parlent les médias. Le livre, lui, il aide à la fois à avoir une vision de tout cela, mais aussi en prenant du champ à regarder les plaques tectoniques. Et on se posera la question, donc, quand on aura fini de parler un petit peu de l'actualité de ces plaques tectoniques. Alors, j'ai énormément de plaisir et j'espère que vous le partagerez à présenter cet après-midi deux intervenants qui sont à la fois passionnants. On aurait pu inviter l'un sans l'autre ou l'un ou l'autre sans l'un, mais le fait de les avoir tous les deux est effectivement une complémentarité tout à fait exceptionnelle. Complémentarité dans les sujets, complémentarité dans les personnalités, mais ce qui les rassemble d'une certaine façon, c'est que ce sont deux hommes libres. Ils nous le diront peut-être, et puis je vous le dirai moi dans leur courte biographie, quand je vous les présenterai. En fait, l'un et l'autre sont des gens qui ne sont pas restés dans une seule boutique, qui ne sont pas restés dans des seules pantoufles, mais qui ont été à différents endroits de la planète et dans différentes institutions ou dans différentes administrations. Donc on va aborder tout cela avec eux. Écrire le champ des possibles, c'est le thème du Festival Livre en Marche pour sa 20e année. Malheureusement, les possibles ont de l'imagination et nous le verrons, on n'a pas fini d'être étonné de ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète. Alors on commence, on va fonctionner de cette façon, un petit échange avec François Hesbourg. Je vais échanger avec lui à un moment donné. Il y aura un échange avec Laurent Guillaume également. Je vais échanger aussi avec lui. Et puis on laissera du temps pour que vous puissiez, vous aussi, échanger avec ces deux intervenants. Et on reviendra à la fois sur leurs propos et puis on pourra éventuellement l'élargir selon votre goût un petit peu plus tard dans l'après-midi. François Hesbourg, on commence par vous. Un grand plaisir, je le disais, de vous avoir ici. François Hesbourg est conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Il a présidé l'Institut international pour les recherches stratégiques de Londres et le Centre de politique de sécurité de Genève. Mais il a été conseiller des affaires internationales de Charles Hernu quand Charles Hernu était ministre de la Défense. Et surtout, il était en Ukraine la semaine dernière. Par ailleurs, je le disais, un homme libre, il n'est pas resté dans une administration, dans une fondation, mais il a choisi justement de naviguer entre différents éléments pour pouvoir mieux nous raconter le monde, et c'est ce que fait son livre, Le Retour de la guerre. Alors, Le Retour de la guerre aux éditions Édile Jacob, qui fait 212 pages, je vous le conseille parce que c'est extrêmement intéressant pour pouvoir justement comprendre le monde à l'heure actuelle. François, on va commencer par l'actualité. Nous en avons décidé ensemble. Vous étiez la semaine dernière en Ukraine. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe et comment cela nous concerne-t-il? Très volontiers. Mais je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Ça fait 3 ans que j'essaye de venir à ce festival et la Covid, on avait décidé autrement 2 fois. Donc finalement, la 3e fois est la bonne. La deuxième chose, c'est que vous avez insisté, vous avez raison, sur la complémentarité de nos profils, de nos parcours, de nos centres d'intérêt, et c'est tout à fait exact.
Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire les conflits dont je vais parler maintenant, s'agissant de l'Ukraine par exemple, ou les conflits dont vous allez parler dans quelques instants, peuvent se situer dans des azimuts très différents, mais l'un ne chasse pas l'autre, ils s'empilent. C'est-à-dire on peut avoir à la fois la peste et le choléra. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle que je vous annonce, mais en l'occurrence, il faut la garder à l'esprit. Et d'autre part, tout cela est très transversal. Lorsque vous regardez l'Ukraine, un des éléments communs avec, mettons, le Mali ou la République malgache, c'est la présence de sociétés militaires relevant de l'activité étatique, je dis bien étatique, de la Russie, une sorte de délégation de service public qui s'appelle Wagner, et ce ne sont pas des musiciens. Et vous trouvez les mêmes acteurs dans des conflits extraordinairement différents en termes de manière de conduire les opérations et en termes d'azimut géographique. Alors l'Ukraine. Et qu'est-ce que j'ai retenu de mon séjour, au-delà de ce que vous avez pu suivre dans l'actualité. La première chose, et c'est un jugement qualitatif, une observation qualitative, c'est que les responsables que j'ai rencontrés, militaires, civils, dont le président Zelensky, mais beaucoup d'autres personnes, c'est que ces responsables qui ont réussi récemment cette offensive dans la région de Kharkiv, dont vous avez vu les images à la télévision et ainsi de suite, ces gens sont au sommet de leur art, qui est en l'occurrence l'art de la guerre, lutte pour la survie de la patrie, du peuple, et ainsi de suite. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont au sommet de leur art? Alors on dit beaucoup, ah oui, mais c'est grâce aux Occidentaux. Et c'est largement vrai, bien sûr. Ils ont bénéficié de l'aide occidentale, comme les belligérants pendant la guerre d'Espagne recevaient de l'aide, qui de l'Union soviétique, qui de l'Allemagne, qui de l'Italie fasciste. Mais surtout, et ce qu'on oublie, et ce que les gazettes ne peuvent pas rappeler tous les jours, sinon ça deviendrait lassant. Et en fait, les Ukrainiens font la guerre depuis 8 ans. La guerre a commencé après l'annexion de la Crimée. Guerre limitée à l'époque, mais quand vous faites tourner, allez, mettons 30 000 soldats chaque année dans une guerre de position comme dans le Donbass depuis 8 ans, ben vous avez fini par former entre 200 000 et 250 000 soldats et cadres, et sous-officiers et officiers. Et donc, cette image de gens qui sont non seulement aguerris, mais qui ne se laissent pas emporter par le vent grisant de la victoire. Parce que là, pour l'instant, ils vivent un épisode de victoire qui durera plus ou moins longtemps. J'espère que ce sera plus longtemps possible, jusqu'à la paix. Mais on ne peut pas en jurer que tel sera le cas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bon, jusqu'à présent, et cela est encore reflété dans les médias, et avec de bonnes raisons. Hein. Je ne passe pas mon temps à critiquer les médias. Les journalistes font un travail difficile, important, et les reporters de guerre en particulier font un travail extraordinaire. Parce qu'il faut bien voir que les risques qu'ils courent sont réels. C'est-à-dire, lorsque vous voyez Monsieur Machin ou Madame Chose à la télévision en gilet pare-balles et en casque lourd, c'est pas simplement pour impressionner le téléspectateur. Ça sert vraiment. Mais quand on demande aux responsables ukrainiens quelle est la première des priorités en matière d'aide, alors jusqu'à présent, ils répondaient les chars d'assaut, tanks, et les missiles précis pouvant frapper à 200 ou 300 km dans la profondeur des dispositifs russes, et toutes ces choses, bien entendu, le contenu de les vouloir, hein, quand
quand on fait la guerre pour l'avenir de son pays, on a tendance à en vouloir toujours un petit peu plus. C'est logique. Mais là, la réponse générale était « Nous avons besoin de moyens de défense de nos villes contre les frappes aériennes et de missiles russes. Nous avons besoin de systèmes anti-aériens. » On est loin, là, pour le coup, des armes offensives. On est dans quelque chose qui est moralement et pas simplement militairement très difficile de récuser. C'est face à un ennemi qui a le dessous militairement. La Russie a en ce moment, pour un certain temps, le dessous militairement. Cet ennemi ne peut plus réagir que par la violence militairement inutile. Taper sur la ville de Kharkiv, comme ça a été fait il y a 8 ou 9 jours, en mettant par terre tous les réseaux d'eau, d'électricité, etc. de la ville, et ça n'affecte en rien la conduite des opérations militaires, et par contre, ça rend évidemment la vie excessivement désagréable pour les civils, du moins pour ceux qui ont la chance de ne pas mourir dans l'aventure. Et ça, c'est ça la nouvelle priorité, et bon, certains d'entre vous ont pu constater que j'ai été critique sur la nature de l'effort français et surtout le niveau de l'effort français en la matière. Et il y a une façon relativement simple, parce que la France est très bonne dans le domaine de la lutte contre les avions et les missiles. Il y a une façon très simple de changer de portage sans faire ce que Mitterrand appelait au moment des guerres de l'ex-Yougoslavie. Il disait il ne faut pas apporter de la guerre à la guerre. Là, on n'apporte pas de la guerre à la guerre. Là, on apporte la protection aux populations civiles. On reviendra évidemment, et notamment au moment des échanges, sur l'actualité précise à la fois en Ukraine et en Afrique, puisque on nous l'a dit, ces actualités sont complémentaires. Moi, je souhaiterais, comme on l'a dit, qu'on prenne justement un petit peu de champ. Et ce livre que vous avez écrit s'appelle « Le retour de la guerre ». D'abord, il était prophétique, mais même si on pouvait avoir une idée. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que la guerre a jamais cessé depuis Yalta? Il y a eu des guerres de décolonisation, il y a eu la guerre froide, et c'était une vraie guerre qui a probablement été vraiment gagnée. Il y a des guerres économiques qui n'ont jamais cessé, il y a des guerres idéologiques que nous traversons tous les jours, il y a la cyberconflictualité qui jouera un rôle de plus en plus important, et globalement, il y a l'affrontement d'un certain nombre d'empires qui renaissent, à moins qu'ils aient toujours été là, que ce soit l'empire turc, ex-empire ottoman, que ce soit l'empire russe, que ce soit l'Iran, etc. La guerre a-t-elle cessé? Ou est-ce que c'est simplement diverses manifestations de la guerre à laquelle nous assistons? Non, je viens à ma réponse, mais juste pour souligner le fait que mon livre a été écrit et paru plus exactement au mois d'octobre de l'année dernière. Donc la guerre d'Ukraine, on ne la voyait pas venir. Et personnellement, je ne peux pas prétendre que j'ai prévu que le 24 février 2022, la plus grande guerre en Europe depuis 1945 allait commencer. Si j'ai pu faire preuve de clairvoyance, ce que l'avenir dira ou démentira, c'est en évoquant, prenant de la hauteur, comme vous disiez tout à l'heure, sur le phénomène guerrier lui-même, en général, et aussi, parce qu'après l'apparition du livre, j'ai fait partie des personnes relativement rares en France à avoir considéré que la guerre d'invasion russe en Ukraine était à peu près inévitable, ceci dans le courant du mois de janvier 2021. Clairvoyance à un mois. Mais vous le disiez, la guerre avait commencé depuis 2014, donc malgré tout, par ailleurs, pour celui qui regarde les plaques tectoniques... Voilà. Mais pour répondre à votre question, la guerre froide n'a été froide que pour les pays qui étaient stratégiquement englobés dans des réseaux d'alliances. Bloc soviétique, bloc occidental. La guerre froide est restée, pour nous, la guerre froide est restée froide. Et quant aux guerres qui n'étaient pas froides, comme les guerres de décolonisation, c'est nous qui les avons apportées, ou qui les avons parfois subies. Mais en Europe,
là où nous vivons, en France, il n'y a pas eu de guerre équivalente ou comparable à celle qu'avaient pu vivre nos ancêtres, depuis Napoléon III jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, elle n'était pas revenue. Même les guerres de Yougoslavie étaient extrêmement intenses, mais elles n'impliquaient pas un très grand nombre de soldats. Toutes les armées réunies dans la guerre de Bosnie par les États extérieurs, ça faisait au maximum de l'ordre de 40 000 soldats. Pareil pour le Kosovo. Donc on n'est pas dans des ordres de grandeur très importants. Pour le reste du monde, ça évidemment était très différent. Les réseaux d'alliance, soit ils n'existaient pas, ce qui est le cas le plus général, soit ils ne fonctionnaient pas. Cas dans la guerre de Corée ou de la guerre du Vietnam, il y a 60 ou 70 ans. Mais pour le reste du monde, et là on ouvre déjà un peu la focale sur l'Afrique, et là effectivement la guerre n'a jamais cessé. Mais le retour à la Grande Guerre, ça peut un petit peu penser, vous savez, aux anciens combattants de la guerre de 40 qui faisaient face à leurs parents qui avaient connu la guerre de 14. Et les parents disaient: oui, nous on a connu la vraie guerre, celle de 14. Non, même pas si comme ça 40. n'est... Mais là, on est revenu dans un système où la Grande Guerre est redevenue d'actualité. On parle d'Ukraine, et elle se passe en Ukraine. On parle de Taïwan. Qu'à Dieu ne plaise, ça n'aura peut-être jamais lieu, mais les ingrédients sont en train d'être accumulés et réunis. Alors, on va parler de la guerre. Je voudrais malgré tout qu'on se souvienne du nombre de guerres qu'il y a eu depuis justement 1945. Et vous regarderez sur Wikipédia, c'est tout à fait éloquent. Et puis, on dédie peut-être particulièrement cet après-midi, outre aux Ukrainiens, aux gens du Yémen, du Congo, de Palestine, d'Arménie, d'Éthiopie, du Mali, du Tchad, etc., qui aussi connaissent la guerre à l'heure actuelle, au moment où nous parlons. Et j'oublie le Kirghizistan et autres. La guerre, retour de la guerre. Mais est-ce qu'il y a une vraie différence entre la paix et la guerre ? Et quel visage peut prendre la guerre ? Est-ce que c'est les armes classiques, éventuellement l'arme nucléaire ? Ou est-ce qu'il n'y a pas également de temps en temps d'autres types de guerres ? Les outils de la guerre changent comme les outils de toute autre forme d'activité changent. La révolution des technologies de l'information, ça vous a donné votre smartphone et ça donne la cyberconflictualité à laquelle vous avez fait allusion. Et j'y consacre évidemment les pages qu'il faut y consacrer, parce qu'il faut y consacrer des pages. Mais en attendant, la guerre, ça tue. La différence entre la métaphore guerrière, c'est la guerre économique. La guerre économique, excusez du peu, et il y a une lutte pour la domination économique, ça tentait plus. Mais c'est pas la guerre. La guerre, c'est quand vous allez dans la banlieue de Kiev, vous allez dans l'équivalent d'une petite ville comme celle dans laquelle nous sommes, près de Chambéry, vous allez à Irpin, vous allez à Boutcha, vous voyez tout de suite qu'il y a une petite différence entre la guerre et l'absence de guerre. Il n'y a pas besoin, là pour le coup, de faire de longues gloses. La guerre qui tue, ce n'est pas la même chose que la lutte que se livrent des groupes humains dans tel ou tel domaine. Il ne faut pas traiter par la litote la réalité qu'est la guerre et non pas la guerre métaphorique. Alors vous parlez dans votre livre du retour des prédateurs. Les prédateurs, qui sont-ils et qui sait, l'avons-nous jamais été ? Alors, les trois prédateurs et une pièce rapportée, si je puis dire, la Chine, la Russie, les États-Unis, et on ne sait pas trop comment la caser, l'Europe. Et bon,
La Russie, c'est pas le plus important aujourd'hui. C'est la Russie a le produit intérieur brut de l'Espagne et une armée qui parvient à se faire battre par l'Ukraine. Donc on n'est pas dans la superpuissance d'antan. Mais la Russie est clairement un prédateur. Ses objectifs affichés sont connus. Récréation de l'Empire. L'Ukraine n'est pas un État, n'est pas un peuple, n'est pas une nation, fait partie de la Russie. Et le système de sécurité européen doit être réorganisé sur la base des 2 traités que le président Poutine avait remis aux Américains au mois de décembre dernier, qui est en fait le facteur déclenchant de la réaction occidentale avant la guerre d'Ukraine. Et Poutine disait grosso modo, il faut faire revenir les horloges 30 ans en arrière, que cela vous plaise ou pas. C'est sur ces entrefaites que l'on a vu les États européens s'unir, y compris des pays comme la Hongrie. Il n'y avait pas un seul pays pour approuver ces projets. La Chine, la puissance montante, objet de la prédation des États occidentaux, le Japon aussi, et ainsi de suite, au XIXe siècle et la première moitié du XXe, la Chine est, j'allais dire, dans une sorte de syndrome de l'enfant battu. Après avoir été battue, elle prend elle aussi la route, la voie de la prédation. Et bien sûr, les États-Unis, dont la prédation n'est pas active comme elle avait pu l'être naguère, elle est sur la défensive par rapport à la montée notamment de la Chine, mais les instruments qu'utilisent les États-Unis, notamment les sanctions financières, sont basés sur la capacité unique que possèdent aujourd'hui les États-Unis en la matière. Et l'Europe, eh bien l'Europe, elle est dans un entre-deux. Justement, parlons des États-Unis. On évoque souvent, lorsqu'on parle de guerre, un terme qui est employé par certains géopolitologues, qui s'appelle le piège de Thucydide. Vous le savez peut-être, 18 fois dans l'histoire, la puissance dominante a été menacée par une puissance montante. Ça a été le cas pour les Espagnols et les Portugais, ça a été le cas pour les Hollandais et les Anglais, ça a été le cas pour les Français et les Anglais. Et 12 fois sur 18, ça a donné la guerre. Mais vous disiez, le piège de Thucydide est un élément, mais ça n'est pas la seule raison de la guerre. Non, vous regardez la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas le piège de Thucydide. Les 2 plus grandes puissances issues de la Première Guerre mondiale, la première, celle d'avant, c'était au plan financier, économique et naval, c'était l'Empire britannique. Et les États-Unis, qui avaient, en intervenant dans la dernière phase de la Première Guerre mondiale, assis un potentiel de puissance mondiale. Et arrive la période de la grande crise. Les Britanniques disent non, on ne va pas être le prêteur des derniers ressorts, on ne va pas, nous, porter le fardeau du rétablissement de la santé du système économique et financier international. Et d'ailleurs, le krach de Wall Street, c'est pas nous, c'est les ricains. Et les États-Unis, eux, de leur côté, disaient nous ne sommes pas prêts pour jouer les gendarmes du monde. C'est ce qu'on appelait l'isolationnisme des années 30. Donc les 2 plus grandes puissances, si on se situe en 32-33, lors de la crise économique et au moment de l'avènement de Hitler, les 2 plus grandes puissances déclarent forfait, pour des raisons différentes. Et donc le champ est laissé libre aux Allemands, aux Italiens, aux Japonais. La bataille pour l'hégémonie va être portée par ceux-là qui n'étaient pas militairement les plus importantes puissances du monde. Et le nouvel ordre mondial hérité de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les 2 superpuissances américaines et soviétiques, elles vont émerger à travers les 8 ou 9 ans que durent les guerres en Asie d'abord et la guerre mondiale en Europe à partir de 1939.
ou de 41 s'agissant de l'Union soviétique qui, de 39 à 41, va surtout être le partenaire de l'Allemagne. Et donc on est très loin de Thucydide. Et ce piège-là, il porte un autre nom, qui est celui de Kindelberger, qui lui était un peu plus récent que Thucydide, si je puis dire, mais qui avait essayé de comprendre pourquoi justement ça ne ressemblait pas à ce qu'aurait pu donner le piège de Thucydide. Alors, je vous propose de garder précieusement les choses que vous souhaiterez dire pour compléter un petit peu votre propos tout à l'heure au cours de vos échanges et de nos échanges avec le public. Je vous propose, vous, public, de garder également précieusement vos questions. Et on va faire connaissance avec Laurent Guillaume, qui est l'autre personnalité de ce duo de choc qu'on a cet après-midi à Livre en Marche. Laurent Guillaume, c'est un sacré parcours aussi. Hein. C'est ex-officier de police, officier de liaison en ambassade. Les gens qui connaissent un peu aussi parler du SPIP, etc. Formateur à différents endroits de la planète. Un officier de police que je connaissais en Bolivie avait l'habitude de dire je suis là pour apprendre à faire plutôt des bosses que des trous. Vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Homme de terrain, devenu observateur éclairé et auteur, coordinateur du livre Africa Connexion, que je vous recommande également chaleureusement. Il a travaillé, bon la liste est trop longue, je vais vous en donner quelques exemples, au Salvador, au Mali, au Brésil, au Cameroun, au Tchad, mais il est plus particulièrement spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, dans laquelle il a effectué plus de 30 missions. Alors, l'Afrique, moi j'aime bien en parler d'habitude, comme on évoque avec beaucoup d'espoir un continent qui va réémerger au cours du XXIe siècle. Le général de Gaulle disait du Brésil que c'était le pays du futur et il ajoutait pour toujours. Est-ce que c'est le cas de l'Afrique? On ne sait pas. En tout cas, il semble que les groupes criminels n'aient pas manqué d'imagination pour pouvoir trouver que l'Afrique était un excellent champ pour exercer leurs activités dans tous les domaines. On a à peu près tout, hein, trafic de drogue au Nigeria, trafic de diamants en Guinée, trafic d'êtres humains dans la Corne de l'Afrique, narco-État, faillite de l'État dans beaucoup d'endroits, montée des bandes et des mafias, famine délibérée, corruption, dégâts à l'environnement, etc. Le tableau, comme dirait Pierre Soulages, l'artiste, est outre noir. Mais l'outre noir, selon Pierre Soulages, comporte de temps en temps des nuances. Alors, donnez-nous un peu les nuances. Est-ce que le tableau est complètement noir? Comment est-il noir et quelles sont les nuances de cette noirceur? Le problème, c'est qu'en fait, je n'aime pas peindre un portrait trop sombre, trop misérabiliste de l'Afrique, parce qu'en fait, c'est une espèce de constante absolue que de dire que le malheur est consubstantiel à l'Afrique et qu'en fait, il n'y a pas d'issue. Moi, maintenant, ça fait plus de 20 ans que je vais en Afrique, particulièrement l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, je dois bien reconnaître qu'en 20 ans, je n'ai pas vu les choses s'améliorer. Et je les vois même d'ailleurs empirer depuis quelques années. Parce que pour moi, en fait, il y a un vrai travail extérieur de prédation sur l'Afrique. Et la problématique du crime organisé, des guerres, elles sont liées à un certain nombre d'éléments qui font qu'on maintient l'Afrique dans une espèce de cocon douillet de misère. J'aime bien ce terme parce qu'en fait, les Africains eux-mêmes ont accepté dans une espèce de fatalisme. Si moi je devais définir le principal problème de l'Afrique, c'est son fatalisme. C'est-à-dire considérer qu'en fait, il n'y a pas d'issue et que d'une certaine façon, s'en accommoder. Je me rappelle quand je suis arrivé au Mali, j'avais déjà beaucoup baroudé en Afrique, mais quand je suis arrivé au Mali, il n'y avait pas France Inter, il y avait RFI, et on écoutait RFI. Et je me rappelle qu'un soir, alors j'allais à l'aéroport pour accueillir des diplomates français,
j'écoutais RFI et il y avait un projet américain de livrer, parce qu'en fait la principale mortalité des enfants de 0 à 6 ans, c'est la malaria, le paludisme. Et en fait, c'était de livrer des moustiquaires imprégnés aux familles gratuitement. Ils en avaient livré 1 500 000 exemplaires. Et en fait, ils espéraient avoir des données pour voir si, en fait, dans les 5 ans ou 6 ans qui allaient suivre, leur étude statistique démontrerait d'un affaissement de la mortalité infantile. Et en fait, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se sont précipités pour récupérer ces moustiquaires imprégnés qui, dont souvent, ils les revendaient. Et en fait, ils ne les déployaient même pas. Et quand le journaliste de RFI a demandé à des gens, dont certains étaient acquéreurs de ces moustiquaires, pourquoi ils ne les utilisaient pas, et le gars a répondu, ça m'avait vraiment choqué, il a dit le paludisme, le palu, c'est comme la corruption, c'est l'Afrique, on en aura toujours. Donc pour moi, si on doit faire un pas en avant, c'est en fait de changer cet état d'esprit fataliste de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est pas un pays, hein, c'est un continent. Mais en fait, on retrouve cette espèce de fatalisme du nord au sud, c'est-à-dire dans la partie subsaharienne du Sahel jusqu'à l'Afrique australe, on retrouve toujours cette espèce de fatalisme. Et je dirais que le deuxième vecteur qui fait que le tableau est presque une œuvre de soulage, c'est qu'en fait, c'est l'aide. En fait, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'aide, dans la coopération, et je finis par croire qu'en fait, l'aide est toxique à l'Afrique et que d'une certaine façon, elle maintient l'Afrique dans un état de dépendance et de corruption, parce que pour moi, l'aide est un des vecteurs de la corruption en Afrique, parce que ce qui bouffe à l'heure actuelle la vie des Africains, c'est la corruption, mais ils l'ont accepté et ils l'ont intégré, ils trouvent ça normal. La corruption, c'est presque quelque chose d'intégré dans leur vie de tous les jours. Et par exemple, les flics, là-bas, on les appelle les mange-mille. Le mange-mille, c'est un petit oiseau qui mange le mille. C'est un petit oiseau très joli. Et en même temps, c'est le petit poulet qui, au carrefour, va leur prélever un billet de 1000 parce que, prétendument, ils n'ont pas mis leur ceinture de sécurité ou ils n'ont pas respecté un cédé le passage. Donc, c'est devenu quelque chose de complètement intégré et la corruption va grignoter une énorme part du PIB de l'Afrique. Et donc, voilà, on a cette vraie problématique, c'est qu'en fait, l'aide permet aux États et aux gens qui accèdent au pouvoir, il y a une espèce de voracité au pouvoir où on se dit ok, j'ai atteint le pouvoir, c'est à moi de me servir. Je ne sais pas combien de temps je vais rester là. Alors certains, comme le vieux Paul au Cameroun, vont rester là 50 ans. D'autres, enfin je ne sais même pas si c'est pas plus de 50 ans, d'autres vont être dégagés assez rapidement, mais en fait, n'étant pas sûr, en fait, on va se gaver. Et en fait, ces élites, la trahison de ces élites pour les Africains, en fait, elle est entretenue par un certain nombre d'acteurs externes qui sont souvent les multinationales. Hein. Une multinationale, c'est-à-dire que les gens qui croient que Total est français, ils se bercent d'illusions totales. Sa nation, c'est Total. Son seul pays, c'est Total. Areva, c'est un peu différent, parce qu'il y a une vraie emprise stratégique avec la France, mais la plupart des groupes, que ce soit Total, British Petroleum et autres, ne sont pas des entreprises, n'ont pas de nation. Elles ne sont guidées que par la possibilité de redistribuer des dividendes à leurs actionnaires. Et pour ça, eh ben en fait, si on doit ponctionner l'Afrique, on la ponctionne. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui se passe, c'est que si les multinationales en Afrique payaient ce qu'elles devaient en impôts, en prélevant les ressources de l'Afrique, et moi je ne dis pas qu'il ne faille pas prélever le pétrole, même si on sait très bien que c'est une impasse, mais en tout cas si ça pouvait aider l'Afrique, je ne serais pas forcément contre, mais si les multinationales, et ce n'est pas seulement le pétrole, c'est l'or, les terres rares, la bauxite, bref, il y a énormément de richesses en Afrique, si ces multinationales payaient à l'Afrique ce qu'elles lui doivent en termes d'impôts, au lieu de soudoyer des élites autocrates dans des pays, ce serait plus de 1000 milliards qui rentreraient fiscalement dans les caisses des États africains.
En fait, à la place de ça, on vous demande à vous, en tant qu'administrateur et gens qui payaient des impôts, de financer, sur une partie de vos impôts, les 300 milliards qui sont l'aide internationale en direction de l'Afrique. Donc, on a un vrai problème avec ça. Alors, on reviendra d'ailleurs sur l'aide internationale un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. On disait tout à l'heure au début, on est à la fois là dans l'actu, et c'est vrai qu'on entend plus parler en ce moment de l'Ukraine que de la fin de l'opération Barkhane qui s'est terminée. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est pour les gens qui pensent que, bah oui, c'est un problème pour nos amis africains, mais finalement, c'est pas une affaire qui nous concerne. En quoi est-ce que le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, tous ces trafics, ça nous concerne vraiment? Immigration incontrôlée, drogue? Alors, en fait, l'Afrique, c'est à une marche de la France. On est dans la ville Les Marches, on est à une marche de la France. Il faut comprendre que tout ce qui se passe en Afrique a un impact sur la France, sachant que, en fait, j'ai envie de dire, l'immigration est un des phénomènes qui est, entre guillemets, perceptible pour vous. Si vous allez à Paris, par exemple, dans le 19e, et que vous allez vers la Villette, vous allez voir effectivement des camps de réfugiés pour lesquels il y a effectivement beaucoup d'Africains. C'est parfaitement perceptible. Il faut comprendre une chose, c'est que, en fait, le fait de maintenir l'Afrique dans un état de pauvreté, c'est, entre guillemets... Je ne suis pas en train de faire le procès des pays occidentaux, de la Chine, et voilà, mais qu'on soit bien clair. Les Africains doivent prendre leur part dans ce qui se passe dans leur pays. Et en fait, je pense qu'en fait, ils sont surtout coupables de leur fatalisme, d'avoir accepté cet état de fait et de ne jamais se rebeller. Pour moi, c'est un vrai problème. Mais il faut comprendre une chose, c'est que, en fait, à partir du moment où des États ne payent pas leurs impôts, vous avez des gens qui arrivent à Paris ou ailleurs, parce qu'en fait, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. On a une espèce de débat en France depuis quelques années que je trouve absolument inique et bien dégueulasse, qui est de dire il y a en gros les migrants nobles, ceux qui fuient la guerre, ce seraient donc les Syriens, les Afghans, et puis les migrants non nobles, qui seraient les Africains. Et en fait, moi, je vous pose simplement la question, c'est est-ce que le fait de venir en France parce que vous risquez d'être abattu d'une balle ou parce que vous crevez la dalle, est-ce qu'il y en a un des deux qui est moins logique que l'autre? Il y en a un des deux qui est moins noble. Il y a une cause qui est moins noble et qu'on doit moins prendre en considération que l'autre. Pour moi, ça ne fait pas une grosse différence. Je comprends l'émotion qu'on a eue vis-à-vis de la Syrie parce qu'en fait, ce qui s'est passé là-bas est absolument immonde et c'était le début de la guerre. On peut considérer que c'est le début de la guerre, c'est le début de Wagner, c'est le début de... Mais nous, la guerre, ça fait un moment qu'elle a commencé en Afrique. Ça fait un moment que les Russes tractionnent, que les Chinois tractionnent à jouer contre nous, parce que c'était notre précaré. On considérait qu'on était chez nous là-bas. Et en fait, on a tronqué un prédateur qui était un prédateur dont les crocs étaient élimés. C'est-à-dire que la France, par exemple au Mali, a zéro intérêt économique. Il faut le savoir. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on répand le bruit que la France... se prélève les richesses du Mali et qu'en fait on se bat dans Barkhane. Pour ça, c'est absolument faux. L'une des raisons qui fait que la France est intervenue au Mali, c'est qu'on avait à l'époque 6000 ressortissants français et que si on n'était pas intervenu, on aurait eu 6000 otages d'AQMI et puis des autres groupes comme le GICM maintenant et d'autres groupes qui sévissent là-bas. Donc on est devenu entre guillemets, j'aime pas le terme, mais un prédateur gentil. On s'est comporté très mal pendant longtemps, parce que la colonisation, on peut le tourner dans le sens qu'on veut, c'est une porcherie. Et qu'en fait, la colonisation, ça apporte du bon, oui, aux colonisateurs, mais jamais aux colonisés. On construit des routes, oui, mais c'est les colonisateurs qui roulent dessus. On construit des hôpitaux, oui, mais c'est les colonisateurs qui vont dedans. C'est jamais les gens locaux qui vont. Je vais enfoncer le clou. Vous décrivez dans ce livre passionnant avec vos collègues, vous décrivez tout un tas de maux qui justement ravagent l'Afrique. Les années 60, c'était les années de décolonisation pour l'Afrique francophone. Et on a laissé dans certains pays,
un caporal-chef président de la République ou un sergent, etc., parce qu'il y avait plus d'élite, ou en tout cas il y en avait très peu. Est-ce que nous portons ou pas une part de responsabilité dans le chaos que vous décrivez dans votre livre? Alors, je vais avoir des réflexions qui vont à l'encontre de ce qu'on pense. La plupart des hommes politiques qui ont succédé à la décolonisation, ce n'étaient pas des caporaux-chefs. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on a Sékou Touré, qui était quand même pas du tout un caporal en Guinée. On a eu c'est pas Moussa Traoré, Houphouët-Boigny, qui était un ancien ministre français, mais qui a honnêtement qui a défendu les intérêts de son pays. Après, on peut pas dire que c'était un grand démocrate non plus. On a eu au Sénégal Léopold Sédar Senghor, qui était un homme de gauche, un homme de conviction. Donc non, c'est pas dans les années 60 que ça s'est joué. On a eu des barbouzeries bien dégueulasses, hein, en Guinée par exemple, avec des tentatives d'assassinat du SDEC et après du SDEC, à l'époque c'était vraiment le SDEC, sur des personnalités parce qu'elles commençaient à nous gêner, et on a eu ces crapules qui grenouillaient dans l'entourage du général de Gaulle, comme Foccart, qui ont mené des actions absolument dégueulasses en Afrique. Mais bon, globalement, il y a deux choses qu'il faut savoir. On n'a pas placé les despotes au pouvoir. C'est-à-dire que quand le général a décidé qu'on allait se désengager de là-bas, on s'est réellement désengagé. On espérait que les Africains nous diraient « Allez, c'est bon, reste un peu avec nous ». Mais ça n'a pas été le cas. Sékou Touré, on a dit « Alors, vous dégagez maintenant ». Ça a été, il y a des endroits où ça a été dur, à Madagascar, où on s'est quand même très, 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 très mal comporté. Hein, je rappelle qu'on célèbre encore Oradour-sur-Glane à Madagascar. On pense que c'est entre 50 et 60 000 personnes que les troupes de marine françaises, les troupes coloniales françaises ont assassinées à Antananarivo. On parle de dizaines de milliers de personnes assassinées par les troupes françaises. Donc nous, on n'a pas, à part à Madagascar, on s'est vraiment très, 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 très mal comporté. Dans les autres pays, on a fait ça plutôt bien. C'est après qu'il y a eu un retour où, avec Foccart, de choses qui étaient quand même pas très, très propres. La fameuse France-Afrique. Voilà. Autre chose que je voulais dire, en particulier sur le Mali, c'est que les frontières qui ont été faites, contrairement à une idée répandue, elles ne sont pas si mal foutues que ça. Et même, d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'en fait, les États en ont hérité. Hein, il y a eu, à la fin de la décolonisation, il y a eu un projet entre le Mali et le Sénégal pour faire un pays qui serait appelé le Mali. Et en fait, qui étaient donc deux États censés se regrouper en un. Et en fait, au bout d'un moment, si je ne me trompe pas, c'est les Sénégalais. Je me touche vers François. Je crois que c'est les Sénégalais qui sont sortis du projet. Et en fait, ils ont conservé les frontières qu'avait fait le colonisateur. Donc, globalement, elles ne sont pas trop mal foutues, si ce n'est que, par exemple, au Mali, eh ben, le Mali, c'est deux pays en un. C'est-à-dire que vous avez l'Azawad, qui est dans toute la partie nord du pays, qui est celui des Touaregs, des Arabes, des Berbères, les Berabiches et compagnie. Et puis, vous avez le sud, qui est un pays négro-africain, dans lequel les gens sont d'une culture très, très différente. Et donc, ces deux pays ne s'entendent pas, ne se supportent pas. Alors, il y a un sujet qui vous rassemble tous les deux, c'est la forme de guerre qui se déroule en Afrique régulièrement. On en parlait tout à l'heure ensemble, la guerre par procuration, on connaît depuis Tintin. Souvenez-vous de l'oreille cassée entre le Paraguay et la Bolivie, mais aussi la privatisation de la guerre. Parlez-nous un petit peu l'un ou l'autre de ces deux formes de guerre sur lesquelles on devrait peut-être s'étendre davantage. D'abord, sur la privatisation de la guerre, rien de nouveau sous le soleil. Wagner est certes un outil de la politique russe, mais les affreux, les Katangais des années 60 étaient les agents de la France ou de la Belgique ou de l'Union minière du Haut-Katanga, pour citer une entreprise. Et donc ça c'est pas nouveau. Les deux choses qui sont vraiment nouvelles et qui justifient le fait que je me sois penché sur le sujet du retour de la guerre, c'est que les barrières d'entrée
pour faire la grande guerre sont beaucoup plus basses qu'elles ne l'étaient naguère. Et là, je parlerai quelques instants de l'Ukraine, mais le phénomène est général. Vous le retrouvez en Asie, vous le retrouvez en Asie. Et au premier jour de la guerre, l'Ukraine avait une aviation faible et les Russes s'étaient débrouillés dans les phases initiales de leur invasion pour déquiller une partie de l'aviation ukrainienne. On est là 7 mois plus tard et on constate que l'aviation russe a quasiment disparu du ciel ukrainien, et l'Ukraine n'a pas plus d'armée de l'air qu'avant. Donc, grand mystère. Alors, il y a des éléments de mystère qui demeurent, mais la principale explication, c'est que les Ukrainiens ont su mieux que les Russes apprivoiser et intégrer les drones, et notamment les drones de combat, dans la guerre, et à très grande échelle. Vous avez tous entendu parler des Bayraktar turcs qui ont scellé le sort de la guerre d'Arménie il y a 2 ans, qui ont scellé le sort de la guerre civile en Libye il y a 2 ans. Choses qui ont été peu relevées à l'époque, et dans les premiers jours de la guerre d'Ukraine, ce sont en grande partie ces instruments-là qui ont permis aux Ukrainiens de tenir le premier choc. Et dans la durée, les Ukrainiens, parce que la population a un haut niveau de formation à l'informatique, aux instruments de la révolution des technologies de l'information, ils ont su s'organiser autour de ces instruments, s'organiser aussi autour des formes d'organisation de la société. Là, il s'agit d'un changement, non seulement dans l'art de la guerre, mais dans la façon dont la société aborde la guerre. La Russie, c'est du top-down. Il y a un état-major supposé compétent qui va décider de faire X, Y, Z à tel moment et à tel endroit. Entre-temps, c'est un caporal-chef ukrainien qui, en se mettant en lien dans une appli faite pour cela, va demander l'intervention immédiate de tel ou tel type d'engin, soit d'artillerie au sol, soit de drones dans le ciel. Eh bien, l'Ukrainien, il réalise son opération dans les 20 minutes qui suivent, et le Russe va arriver trop tard avec une opération qui aura mis 6 ou 7 heures à être organisée. Alors ça conduit à ce que j'appelle à une forme de démocratisation de la guerre. Bon, le mot démocratie n'est évidemment pas pris dans son sens politique. Alors, des conseillers... Pardon, allez-y. Je me permets, parce qu'il y a un deuxième élément, et c'est le plus inquiétant, parce que jusqu'ici, j'ai décrit quelque chose qui est sinon exaltant, du moins plutôt, j'allais dire, intéressant. Les généraux cèdent le pas aux caporaux, hein, si je puis dire. Alors, on ne va pas forcément s'en plaindre, du moins pour ceux qui ont à faire la guerre. Mais ça introduit aussi, et ceci notamment à travers les instruments cybernétiques que vous avez évoqués tout à l'heure, ça introduit une très grande instabilité dans la dynamique de la guerre, dans la conduite de la guerre, le risque de mise en échec, qu'à Dieu ne plaise, de la dissuasion nucléaire, par exemple. Les gens s'interrogent sur est-ce que Poutine risque de déclencher l'arme nucléaire. Bon, ceux qui m'entendent parfois sur les ondes ont constaté que là-dessus, je suis relativement plus calme qu'un certain nombre d'autres. Je ne suis pas spécialement alarmiste lorsque la question qui est posée est celle-là. Est-ce que Poutine va utiliser la bombe ? J'allais dire en tant que tel, ni plus ni moins que ses prédécesseurs ou que ses adversaires occidentaux. Mais, et ça c'est le mais qui compte, on crée des situations qui, elles, sont intrinsèquement instables et qui peuvent amener tel ou tel belligérant
à monter en gamme beaucoup plus vite et de façon moins prévisible que ce n'était le cas. Alors, ce que j'ai dit peut apparaître un petit peu abstrait, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre, parce qu'on ne peut pas tout dire en 5 minutes, mais ce sont ces deux facteurs-là qui font que l'on est sorti d'une époque, l'époque de la guerre contre le terrorisme, bien sûr, comme élément dominant, elle demeure, elle est toujours là, et sorti, bien sûr, des guerres, de la guerre froide. On est maintenant entré dans un nouveau cycle qui est très largement lié, effectivement, aux nouvelles technologies. Alors, revenons à nouveau à l'Afrique. Des conseillers militaires, policiers, etc. Il y en a beaucoup en Afrique. Il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Belges, il y a des Cubains, il y a des Russes, il y a des Espagnols, il y a des gens, il y a des Brésiliens et des Indiens, notamment. Vous en avez vu, vous en avez croisé. Est-ce qu'ils jouent un rôle dans la résolution de ce que vous décrivez dans le livre ou pas? Alors, les conseillers militaires en eux-mêmes, non. Les conseillers sécurité intérieure comme moi, non. En fait, notre boulot, c'est un boulot de conseil, d'orientation. Quand vous citiez tout à l'heure votre collègue de la DCI, de la Direction de la coopération internationale à laquelle j'appartenais, qui disait on évite qu'ils fassent plutôt des bosses, qu'ils fassent des trous. Moi, j'ai envie de dire, c'est déjà une mauvaise analyse, c'est même qu'ils évitent de faire des bosses, ce qui est déjà beaucoup trop. À mon sens, mais globalement, c'est pas dans la coopération étatique qu'on va retrouver des problématiques conflictuelles, c'est dans les coopérations des sociétés militaires privées. C'est-à-dire que ça existe depuis toujours. Les premiers à utiliser des mercenaires en Afrique, c'était les Américains. C'est-à-dire que je me rappelle qu'une fois, j'étais allé à Gao et on ne pouvait plus y aller par la route parce que c'était devenu beaucoup trop dangereux. Donc j'ai appelé un copain à l'ambassade des États-Unis qui était un major des Rangers. Et je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener. J'ai volé sur un vol avec un avion qui n'avait pas d'immatriculation. Dans l'avion, il y avait plein de jeunes gars en civil, mais armés comme des porte-avions, avec des fusils d'assaut de dernière génération. Et puis, c'était un avion qui volait très bas. On était obligé de parler avec des casques. Et j'ai voulu parler à un moment à un gars de l'équipage, et il m'a répondu en français. Parce qu'il a vu que j'étais français, et en fait c'était un Canadien. Je lui ai dit, mais que fait un Canadien avec des troupes américaines? Je pensais que c'était des FS, des forces spéciales américaines. Il me dit, non, on est Blackwater. Et en fait, Blackwater, à l'époque, a eu déjà de gros ennuis en Irak, suite à des massacres qu'ils avaient perpétrés, leur incompétence. Il faut comprendre que la plupart du temps, il vaut mieux engager des troupes gouvernementales que des mercenaires, qui ne sont guidés que par le bénéfice, en fait, qui vont tirer du conflit. Et en fait, déjà, les Américains les utilisaient parce qu'en fait, il faut comprendre qu'engager des troupes gouvernementales dans un conflit à 6000 km de chez soi, ou pour les Américains à 10 000 km, ça a un coût politique. Donc, en fait, en gros, on embauche des militaires privés pour faire un conflit à la place et pour éviter d'avoir des gamins de 25 ans qui rentrent dans des sacs à viande et pour lesquels l'État va devoir rendre des comptes. Donc ça, c'est une chose que nous, on n'a jamais fait. C'est-à-dire que nous, en France, le mercenariat est interdit. Il est interdit en Russie, mais on voit ce qu'ils en font. On avait juste la Légion étrangère, comme les Espagnols. Mais c'est l'État français. Ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle il y a Wagner dans la plupart des pays, c'est qu'en fait, c'est une façon pour l'État russe de se défausser de sa responsabilité sur les saloperies que perpétuent les soldats de Wagner. Wagner n'est pas fait pour gagner un conflit. Il faut comprendre à quoi Wagner sert. C'est-à-dire que sur le terrain, c'est zéro. Ils ont réussi à avoir des prisonniers, à se faire enlever par des gars du GSIM. Wagner n'est pas là pour régler le conflit que l'armée malienne a permis d'éclore. Enfin, il faut comprendre que tous les problèmes qu'on trouve à l'heure actuelle dans le Sahel, c'est à cause des armées nationales. C'est les armées nationales qui sont le facteur des soulèvements. Il faut comprendre que quand l'armée, les FAMA, les forces armées du Mali, vont massacrer un village peul, vous précipitez les autres villages peuls dans les bras des djihadistes. Quand les Burkinabés massacrent une ethnie musulmane dans le nord du pays, ils les précipitent dans les bras des djihadistes.
Et après, on demande aux soldats français d'essayer de régler le problème. Et quand les Français disent « oui, dans le nord du pays, vous devriez avoir un point de vue un peu moins… respecter vos engagements, en tout cas, vis-à-vis des populations touareg du nord du pays », eh ben, en fait, à Bamako, on dit « les Français soutiennent les bandits du nord ». On en est là, quoi. Alors, je ne vais poser ma dernière question que pour vous laisser le temps de penser au vôtre, hein, et on consacrera le dernier quart d'heure, peu ou prou, à pouvoir échanger avec nos deux intervenants passionnants. Et puis, vous pourrez d'ailleurs continuer à les rencontrer autour de leur livre, au Salon du Livre, puisque c'est bien ça l'objectif. Alors, est-ce que dans cette noirceur du retour de la guerre et de l'Africa Connection que vous décrivez tous les deux dans vos ouvrages, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Et surtout, je reviens sur la coopération internationale dont on a dit qu'elle n'était pas adéquate, dont on sait qu'elle est chère et dont on sait qu'elle ne fonctionne pas toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même, docteur, pour soigner le malade? Il y a une première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas se tromper dans l'analyse des problèmes, comme aurait dit Clausewitz. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quelle est la nature de la guerre que l'on affronte ou que l'on risque d'affronter. Et dans le cas de l'Afrique, et cette recommandation générale se traduit par une recommandation spécifique, c'est de ne pas oublier, certes, que l'Afrique est un continent, ça c'est un fait, et ça impose différentes contraintes, mais l'Afrique n'est pas non plus homogène, pour le meilleur et pour le pire. Là, pour l'instant, nous venons l'un et l'autre surtout de parler de conflits dans des pays extrêmement pauvres, mais vraiment pauvres. Nigeria, Éthiopie. Non, pas le Nigeria. Hein. Niger. Non, je voulais dire les contre-exemples. Nigeria, voilà. Non, là, on a parlé Ghana, Mali, parlé Mali, Niger, République malgache, que sais-je. Certains des autres pays qui sont à l'autre bout du spectre sont en train de faire le saut de génération dans le domaine économique et informatique. Prenez un pays comme le Kenya, qui a à peu près presque la population de la France. Le Kenya est le pays le plus avancé au monde, je dis bien au monde, en matière d'application de transferts financiers sans passage par une infrastructure bancaire. Ce qui, dans un pays où à peu près personne n'avait de compte en banque, est un tout petit peu important. C'est comme le fait qu'en Afrique, les gens n'avaient pas le téléphone. Maintenant, tout le monde a un téléphone, sinon un smartphone. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tout ce que j'ai décrit tout à l'heure sur la démocratisation de la guerre va aussi entrer en jeu. Et on le voit à certains égards dans les conflits épouvantables qu'on n'a pas encore mentionnés entre le gouvernement éthiopien et la province du Tigré, où il y a des dizaines de milliers de morts. Et naguère, ce genre de conflit aurait été conduit par du matériel étranger piloté souvent par des mercenaires, un peu comme ceux qui avaient tué les Français en Côte d'Ivoire au début de la guerre civile. Biélorusse. Biélorusse à l'époque. Hein. Mais les Ukrainiens en Érythrée ou en Éthiopie, ça tout à fait. Et maintenant, ils vont eux aussi faire la guerre de la cyberguerre et la guerre des drones. Parce qu'ils savent faire, ils ont appris à être des cadors dans le domaine de l'informatique. Et ce n'est plus l'image de l'Afrique d'il y a 20 ans, dans laquelle nous avons été à divers titres engagés l'un et l'autre. On a quelque chose de beaucoup plus disparate, beaucoup plus en patchwork, et peut-être aussi, peut-être même plus violent dans certains cas. Laurent, vous souhaitez compléter brièvement ou on laisse la parole à nos, moi, amis? Rapidement, ce que je vais dire, c'est que je pense sincèrement, c'est que si on veut aider l'Afrique, je pense qu'il faut se désengager. C'est-à-dire, ne pas apporter de réponse ethnocentrée.
C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'on projette toujours nos modes de réflexion sur les managers, les décideurs africains, et en fait, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc, moi, je pense que en fait, la seule solution pour que l'Afrique aille mieux, c'est de se désengager. Et moi, j'ai bon espoir parce qu'en fait, il y a des ressources humaines extraordinaires en Afrique. Simplement, elles sont phagocytées par, moi je parle vraiment de la trahison des élites, par des élites corrompues qui sont à l'heure actuelle dans les gouvernements. Merci. Alors, merci à Bernadette qui est là et qui porte un micro et qui est à votre disposition. Merci aussi à Richard et Guillaume qui sont à la technique et qu'on en profite pour applaudir. Vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Et la parole est à vous. Alors, les règles sont simples, hein, c'est chacun dit ce qu'il veut. Si on sait, on sait. Si on a une opinion, on l'a dit. Par contre, on est bref et puis pas trop péremptoire, de façon à ce qu'on reste bons amis les uns et les autres. Bonjour. Bonjour. Je suis étonné de ne pas avoir entendu parler des fabricants d'armes. C'est quand même eux qui permettent la guerre. Et la France n'est pas en reste. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Allez, fabricant d'armes. Ah oui, j'ai été fabricant d'armes, donc en principe, je ne suis pas trop mal équipé pour répondre à cette question. Et la France a pris beaucoup de retard dans certains domaines qui pourraient être bien utiles, parce que les armes, on les fabrique effectivement pour pouvoir faire la guerre, le cas échéant, soit qu'elle soit imposée, soit parce qu'on a envie de la faire. Et c'est pas en soi plus ignoble qu'autre chose. C'est pas plus ignoble que de brûler du pétrole, c'est pas plus ignoble que de prendre sa voiture pour aller au supermarché acheter du bœuf. Mais pour parler sérieusement, et la France a complètement raté le virage des drones. Et bon, la télévision en parle abondamment, on pourrait dire surabondamment, mais c'est pas vrai, c'est pas surabondant. Ça a vraiment changé la façon dont on fait la guerre depuis 5-6 ans. Et les grandes puissances en la matière, bien sûr, comme toujours au départ, il y a les Américains parce qu'ils ont énormément de moyens, mais c'est Israël, c'est la Turquie, c'est l'Iran. Voilà les pays qui savent faire la guerre moderne, et les Ukrainiens, par accroc, qui se sont fournis essentiellement d'abord à la Turquie. Et si on n'est pas sur ce créneau, on va être très mal équipé pour faire les guerres qui peuvent nous paraître nécessaires. Et quant aux fabricants d'armes eux-mêmes, et bon, sont ce qu'on appelle des industries de souveraineté. Il faut que le gouvernement, quel qu'il soit totalement en charge des grands choix en la matière. Là-dessus, je suis d'un très grand classicisme. La privatisation capitalistique, dès lors que les actions sont en France, ça ne me gêne pas, mais il faut que le contrôle des orientations stratégiques soit gouvernemental. C'est pas très difficile, d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que le principal client, c'est quand même le gouvernement, soit directement, soit indirectement, parce que vous ne pourrez jamais, ou pratiquement jamais, vendre une arme à l'étranger que son propre gouvernement aurait refusé d'acheter. C'est-à-dire, c'est comme un marchand d'automobile qui essayerait de vendre une voiture alors que le PDG roule dans une voiture fabriquée par une autre entreprise. C'est pas très bon pour la crédibilité du producteur. Donc, c'est une activité politique qui doit être considérée comme telle et être dans la pratique, en termes stratégiques, entre les mains du gouvernement. Laurent ? Ouais, j'imagine que votre question portait sur la responsabilité des gens qui vendent des armes dans des conflits. Voilà. En Afrique, je ne veux pas vous parler, par exemple, je sais qu'on vend du Leclerc à l'Arabie Saoudite et à des pays qui ne sont pas de grands démocrates. La vraie question, c'est est-ce qu'on autorise ou on interdit la production d'armes ? Ça, c'est la première question. Est-ce que moralement, c'est répréhensible ou pas ? En Afrique, toutes les armes qui circulent, ce ne sont pas des armes qui viennent ni de la France, ni de la plupart des pays occidentaux. Par exemple, mais d'une certaine façon, si. On peut dire que quand on attaque la Libye
et que Kadhafi est renversé et que 30 000 fusils d'assaut, des missiles SA-7 se retrouvent dans la nature, effectivement, on a, entre guillemets, de façon indirecte, une part de responsabilité dans le fait que ces armes se retrouvent dans les mains de groupes qui peuvent être des groupes terroristes ou même des groupes irrédentistes comme le MLNA. En Afrique, donc, la plupart des armes, en fait, quand on les trace, en fait, elles datent des années 60. C'est-à-dire que la plupart des groupes armés, ils ont des armes qui passent de main en main depuis très longtemps, quand c'est pas les troupes gouvernementales qui les vendent ou qui les louent. Donc, c'est souvent le cas. Donc, en ce qui concerne la responsabilité de la France en Afrique dans le trafic d'armes, c'est zéro. Alors, c'est absolument zéro. Chacun d'entre nous, de toute façon, garde son opinion sur ce que c'est qu'un trafic d'armes. Un conseil, un livre qui s'appelle « Mon pays vend des armes » et qui explique très très bien la problématique, justement, et notamment pour les défenses nationales et les répercussions. Autre question, oui, on vous voit mal, allez-y. Oui, bonjour, une question pour monsieur Guillaume. Vous avez parlé tout à l'heure de Total et d'Areva qui devaient des sommes faramineuses aux Africains, si j'ai bien compris. Comment se fait-il Le problème, c'est qu'ils ne les doivent pas. Oui. Mon problème, c'est qu'ils ne les doivent pas. Quoi. Ils les doivent voilà. pas. Oui, d'accord. Oui, j'allais vous poser la question, mais effectivement, pourquoi les Africains ne réclament-ils pas ces sommes? Enfin, n'essayent pas de récupérer. Alors, enfin, je veux dire, on est entre guillemets, ça ne nous exonère pas de notre faute, mais on a dans ces questions-là des groupes qui sont encore plus dégueulasses que nos propres multinationales, en particulier des groupes comme Shell, qui est là, qui va au-delà de tout. En fait, pour moi, le problème, c'est la fiscalité. On n'a pas de règles de fiscalité internationale. Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu très simple d'écriture qui permet aux États de s'épargner à payer des impôts en basant des succursales dans des pays dans lesquels il n'y a pas d'impôt, ni de fiscalité, ni d'impôt sur les sociétés. Ces États, ils les revendent. En fait, si vous voulez, ces productions sont taxées sur les bénéfices. Donc, il suffit que, par exemple, Shell ou Total vendent à une succursale qui est, par exemple, dans les États-Unis, je ne sais plus comment il s'appelle l'État dans lequel il y a le Delaware, dans l'État du Delaware, ils vendent au Delaware à prix coûtant ce qu'ils ont acheté, donc ils font zéro bénéfice, et c'est leur succursale du Delaware qui va revendre avec les bénéfices, vu que dans cet État-là, il n'y a pas de fiscalité, enfin il y a très peu de fiscalité sur les bénéfices. Donc, si vous voulez, la problématique qu'on a, c'est que c'est pas illégal, quoi. C'est moralement dégueulasse, mais c'est pas illégal. Et que c'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que tant qu'on n'aura pas de règles de fiscalité internationale au sein de l'OCDE, on s'en sortira jamais et on aura toujours des gens qui seront de... Alors, je demande juste à Bernadette si on finit juste à l'heure ou si on a 5 minutes. Non, on finit juste à l'heure. Donc, une question encore. Oui, c'est moi. Qui est là-bas. Voilà. C'est moi qui ai le micro. Bon, je suis pas très à l'aise parce que tout à l'heure, on disait la guerre, c'est quand il y a des hommes, des femmes, des humains tués. Donc, faut pas dire les guerres. On parle beaucoup de l'armement. On parle beaucoup de ceux qui font beaucoup d'argent sur les conflits. On parle qu'on crée les guerres parce qu'il y a des pays pauvres. Je pense que c'est pas, on peut pas catégoriser. Il y a ceux qui, voilà, les Ukrainiens, et puis là-bas, le Yémen, c'est beaucoup moins de morts. Non, je crois qu'on peut pas. Moi, mon vrai sentiment, puisqu'on est sur le retour de la guerre, ce qui me gêne beaucoup dans mon pays, c'est moi, j'aimerais qu'il y ait un ministère de la paix. Là, jamais on est dans la réflexion de la paix. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Quelle culture? Quelle éducation? Alors, dans notre pays, ça ne peut pas être tout seul, bien évidemment. On est sur des armes dissuasives, on parle toujours de dissuasion. Alors, on continue, mais vous nous parlez du retour de la guerre et je ne suis pas naïve, je la sens bien là. Donc, la dissuasion n'apporte rien, les armes dissuasives, alors que tout ce budget que nos États mettent, que notre intellectuel met dans les armes, ne pourrait-il pas être, tout ça ne pourrait-il pas être mis au service de l'humain dans tous les pays, et notamment là d'où partent les guerres?
Alors, si j'ai compris ce que vous vouliez dire. merci pour ces remarques. Vous apportez là de quoi alimenter un futur débat à Livre en Marche qui est lourd. Moi, ce que je vous propose, puisque effectivement on a vraiment l'obligation de terminer à l'heure, c'est que vous puissiez ensuite dialoguer avec nos deux amis. Allez, comme c'était, Bernadette, on prend une question encore ou pas? Non, on la prend pas. Alors, comme on la prend pas, vous la poserez à nos deux intervenants. Je rappelle le retour de la guerre et Africa Connexion. Ils seront à leur stand, ils sont là, ils auront de quoi prendre un café avec vous. Bon après-midi. Merci à eux.